Ça fait 20 ans que je bosse, je sais que ça fait 6 mois, je dois servir de cette manière-là et monter à la volée derrière. Et si vous vous concentrez que là-dessus, vous allez gagner le match. On dit non parce que c'est pas du tout le cœur de notre activité, même s'il dépose un chèque de plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table. Lui qui me satisfait le plus, c'est le sourire des équipes. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit, ravi de vous retrouver en plateau. Merci mille fois de nous suivre toujours plus nombreux. Merci pour vos commentaires, ça fait plaisir aux équipes. Merci pour tout ce que vous nous envoyez et la force que vous nous envoyez parce que ça nous aide à avoir des invités toujours aussi prestigieux. Aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on a une société qui existe depuis près de 40 ans et ça fait 40 ans qu'elle aide les chefs d'entreprise à faire plus simple, plus fluide, plus facile, et elle regarde pousser les humains dans les sociétés. Aujourd'hui, c'est XL Group. Bonjour messieurs, Michael, Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va parler effectivement de cette fameuse transformation des entreprises dont on parle beaucoup ces derniers temps. Avant ça, vous le savez, le business, c'est le business, mais l'humain compte beaucoup. Et il compte beaucoup pour nous. Je vais vous demander à tous les deux de nous expliquer comment vous avez un peu traversé la vie. Michael, peut-être? Allez, Michael Sylvestre, 46 ans, bientôt 47, marié, 3 enfants. Un papa. Exactement, un papa, et heureux de l'être. Et comment j'ai traversé la vie? Une enfance plutôt classique, classe moyenne. Ouais. Et puis démarrer plutôt dans l'informatique autour de la vingtaine, 20 ans, effectivement. Ouais. Donc, un peu geek? ouais, très geek. Ouais, très geek, ouais. Très geek au départ, pendant les 5-6 premières années de ma carrière. Et assez rapidement, je me suis dit que les outils, c'était top et qu'on pouvait faire plein de choses, mais que ça n'emmenait pas toujours les humains. Donc, je me suis dit, je vais faire d'autres choses. Et je suis passé après plutôt côté monde industriel pour Ouais. diriger des équipes D'accord. en différents secteurs, que ce soit de la logistique, de la production, de la sécurité, de la qualité, de la supply chain. Et puis en avançant, je me suis dit que j'avais envie de faire profiter les gens de tout ce que j'avais pu vivre et voir dans ma vie. Donc, je suis parti de cette entreprise pour rejoindre XL. Donc, partage d'expérience important pour toi. Ouais. Ouais. De faire grandir les équipes et grandir entre nous et grandir avec les clients. Et on a la chance de faire ça tous les jours. Jean-Christophe, à toi, comment tu as traversé cette vie alors? Alors moi j'ai 57 ans, donc un peu plus âgé que Michael. J'ai 2 enfants, remarié, donc mon épouse a aussi 2 enfants. D'accord, famille recomposée. Exactement, 4 garçons, donc c'est pas encore une équipe de foot, mais presque. Voilà, ça s'étale de 25 ans à 30 ans. Voilà, donc ils sont tous en activité professionnelle. On est très fiers d'eux. Donc après ma carrière et mon évolution, c'est une enfance aussi assez classique, très heureuse, voilà, qui se situe entre la Bretagne et la Corse. Voilà, donc et puis un petit peu de montagne aussi. J'ai fait une fac de sciences économiques à Aix-en-Provence. Voilà, j'ai fini niveau maîtrise, à l'époque ça s'appelait maîtrise. J'ai fini mes études sur Paris. D'accord. Donc où j'ai fait un master en qualité et gestion de projet. On ne parlait pas encore tout à fait de Lean à l'époque. On va en parler de Lean après. Voilà, ouais, on va effectivement. en parler, mais c'était un autre sujet. Et puis, ma passion, ça a été toujours le côté humain, en fait, la capacité à embarquer, à animer les équipes. Donc, j'ai travaillé dans le secteur transport logistique, qui est un métier assez humain, hein, voilà, où il faut Oui, il y aller a de sur la le gestion terrain. de l'humain en tout cas. Ouais. Il faut aller sur le terrain, voilà, c'est très dynamique. Et donc, je me suis dit, quand j'ai croisé XL Group à l'orée de mes 30 ans, que ça serait intéressant de rejoindre une PME aussi qui correspondait à mes valeurs, voilà, humaines, d'accompagnement des équipes, etc., de collaboratif. Et ben, ça fait 26 ans que j'y travaille maintenant. Bon, merci pour ces précisions. On va attaquer sur une période un peu plus, c'est la seule. Après, je vous garantis, on est libéré, un peu plus speed de l'émission, qui est le pitch elevator. C'est-à-dire nous expliquer, ouais, je sais, il fait peur à tout le monde. Hein. Tout le monde nous en parle, on reçoit des courriers, mais je suis obligé. C'est pour que nos amis comprennent de quoi on va parler. Michael, c'est toi qui t'y colle. Pitch elevator, on va se laisser 20-25 secondes pour que tu nous pitches et que nos amis comprennent immédiatement ce qu'est XL Group. Alors attention, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, XL Group, c'est une entreprise qui accompagne d'autres entreprises pour améliorer la performance et se transformer, ce qui est d'autant plus important dans notre monde actuel avec la vitesse, on en reparlera certainement. On le fait de 2 manières.
une partie conseil pour vraiment aider les personnes à reconfigurer, à se transformer sur des pratiques un peu ancrées habituelles, mais aussi très rapidement sur de la formation pour que tout ça se fasse dans une phase de compréhension par les équipes pour qu'elles se les approprient et qu'elles puissent le faire perdurer par elles-mêmes. Ah, bravo. On est monté au premier étage avec toi. Impeccable, j'ai rien senti, tout va bien. Bravo. Super. On parlait une entreprise qui accompagne d'autres entreprises. Allez, qui sont les clients? Ça commence où? Ça se termine où? Alors les clients, ils sont de tout secteur. On pourrait penser dans un premier temps à l'industriel. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus large. On a aussi beaucoup d'activités dans le service parce que on améliore les performances non seulement au niveau opérationnel sur le terrain, mais aussi dans le traitement des dossiers pour que ce soit plus fluide, à la fois pour les équipes quand elles les traitent, mais aussi pour les clients qui ont parfois du mal et qui attendent leur réponse de l'entreprise. Donc cette notion de fluidification, elle se transforme et elle intervient dans tous les secteurs. Et donc, c'est ça qui nous caractérise, industriel, agroalimentaire, énergie. D'accord, ça ce sont les marchés sur lesquels vous êtes le plus. Ok. Et purement service aussi, banque, assurance, etc., etc. Ok. Vous venez tous les deux du terrain. Oui. À quel moment vous savez que l'outil ne suffira jamais et qu'on a besoin d'accompagnement humain? Alors moi, je vais répondre, après je te laisse la Ah parole. oui, bien sûr. Ma réponse à moi, elle est assez tôt, parce que comme je suis geek de naissance et que j'ai beaucoup aimé ça, quand j'ai commencé à bosser, j'ai commencé justement à créer des logiciels, à gérer des projets et à le faire aussi par moi-même. Et je me suis aperçu que derrière, ça générait aussi pas mal de gaspillage en termes de personnes qui avaient du mal à utiliser ou qui n'utilisaient pas parce qu'on ne s'était pas forcément posé les bonnes questions. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, le sujet, c'est pas que de développer, le sujet, c'est le pourquoi tu développes finalement. Et c'est comme ça que je suis passé de l'autre côté et que je me suis dit que c'était encore plus riche d'emmener les humains et d'aller chercher les outils aux besoins plutôt que de faire l'inverse. Oui, juste pour compléter, effectivement, on essaie de comprendre le besoin, la réalité que peuvent vivre les équipes, plutôt que d'amener des outils qui généralement complexifient la réalité quand on n'a pas de sens derrière l'outil. Donc on part du besoin et on adapte après l'approche, la méthodologie. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la capacité à faire travailler les équipes ensemble pour générer de la valeur, plutôt que de plaquer un outil qui est vu comme étant quelque chose de théorique. Voilà. Bon, on le voit ces derniers temps, c'est-à-dire que bon, déjà tout ce qui est neuf crée une petite friction, petite réticence qui est un peu naturelle. Comment on déplie ces choses-là? En fait, une des bases, c'est déjà de se dire, c'est qu'avant d'amener cet outil-là, ça veut dire qu'il faut que les gens aient compris qu'il y avait un problème. D'accord. Ça déjà, c'est pas facile déjà. Et ça veut dire qu'il faut que le collectif lui admite par rapport à ce que tu disais. C'est-à-dire qu'on va amener un outil pour répondre à une problématique qui est en lien soit avec le client, mais c'est en lien aussi avec la capacité des équipes à faire simplement. Donc, soit on va simplifier des choses pour les équipes et le client le verra, soit c'est l'inverse. Mais c'est cette notion-là d'expliquer le pourquoi en amont, qui n'est pas forcément très longue, mais qui demande un petit peu d'énergie, de l'investissement qu'on a tendance à sous-estimer et qui fait qu'on amène des solutions toutes faites, alors qu'en fait, elles ne sont jamais aussi toutes faites que ce qu'on pense au départ. On peut pas y aller sans adhésion. Alors, on ne peut pas y aller sans adhésion. Voilà, on ne peut pas y aller non plus sans prise de conscience d'un certain nombre de difficultés. Donc, souvent, les équipes, en fait, vivent des difficultés, mais ont tellement l'habitude de les vivre que finalement, ça fait partie de leurs habitudes. Notre savoir-faire, c'est de rendre la difficulté visible et insupportable. Et donc d'expliquer aussi que cette situation n'est pas normale. Le fait d'attendre des produits, le fait d'attendre l'information, le fait de se déplacer de façon un peu inconsidérée dans une journée de travail pour aller chercher du matériel des équipements, etc. Tout ça, c'est pas tout à fait normal, ça fatigue, ça crée du C'est stress et de la remettre une tension. certaine forme de bon sens là où il n'y en avait plus. Voilà, et donc de rendre des choses beaucoup plus simples, visibles par les équipes pour qu'elles aient elles-mêmes la capacité d'améliorer leur mode de fonctionnement. Donc là, c'est absolument pas une question d'outils, c'est une capacité à embarquer les équipes sur des réalités, des difficultés qu'elles peuvent vivre pour les amener à faire plus simple, plus efficace et plus collectif. C'est souvent des enjeux de travailler en collectif dans l'entreprise. Il y a aussi une option qui est importante, c'est de se dire qu'on ne peut pas ne pas y aller, par exemple. C'est-à-dire que la première notion, c'est de se dire d'être capable de voir le problème ensemble, mais une fois qu'on est en face, c'est si on veut le résoudre, il va forcément falloir tenter des choses différentes. Ok. Donc, Ça demande une certaine forme de courage aussi pour l'entrepreneur. Alors, c'est de courage pour nous qui embarquons les entreprises, courage pour les chefs d'entreprise. Bien sûr. C'est du courage managérial. Et après, là où on a le moins de difficultés, c'est d'embarquer les équipes de terrain. Parce qu'en fait, c'est elles qui subissent et c'est elles qui vivent les difficultés. Donc, notre enjeu, c'est aussi de faire coïncider la volonté d'un dirigeant avec la réalité des équipes de terrain pour qu'on aille dans la même direction. Il faut que tu aies une impulsion
forte là-haut et qu'elle soit ressentie en bas pour que ça bouge immédiatement, quoi, toute la chaîne. Et tout ça crée de la performance, une nouvelle performance. Mais attention, parce que justement, ce mot performance, on en parle beaucoup. Il est parfois utilisé pour beaucoup de choses et peut-être un peu galvaudé. À l'heure où on se parle en 2026, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je dis performance? Quand on parle de performance, on est souvent concentré sur le résultat. Ouais, c'est-à-dire que quand on parle avec des chefs d'entreprise, et c'est normal, ou des directeurs financiers, on va être concentré plutôt sur les couches. Alors que la performance, elle doit s'entendre au sens large et démarrer bien en amont. Et finalement, on voit la performance au sens financier de l'entreprise comme la conséquence d'une performance qui est à la fois autour de la sécurité et de la sérénité des équipes, autour de la qualité, de la capacité à faire les produits et les offres bien du premier coup, et de tenir les délais des clients. Si vous êtes capable de faire ces 3 premiers éléments ensemble, les coûts vont naturellement s'améliorer, mais on a, dans un premier temps, souvent tendance à se concentrer que sur les couches. Sauf que c'est comme dans le sport, si vous vous concentrez sur le résultat et que vous n'êtes pas en train de servir pour gagner Roland Garros, vous êtes sûr que vous allez foirer votre service. C'est évident. Alors que si vous vous dites, ça fait 20 ans que je bosse, je sais que ça fait 6 mois, je dois servir de cette manière-là et monter à la volée derrière. Et si vous vous concentrez que là-dessus, vous allez gagner le match. Et du coup, c'est ça qu'on essaye de faire. Et ça demande une certaine forme de courage, mais aussi d'humilité de la part du dirigeant. Exactement. Ouais, de savoir faire ce pas de côté. Exactement. De dire, mais en fait, le résultat, il est avec toi. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à me sortir de moi-même pour me dire, je me concentre sur ces 3 points-là. Si je fais ces 3 points-là, le résultat, je ne le regarde même pas, il va arriver derrière. Et c'est ça qui est important quand on parle de performance, c'est de se concentrer plutôt sur la manière et sur le comment, plutôt que sur le où, en fait, où je veux arriver. Que c'est vraiment ça qui fait qu'on arrive à durer dans les boîtes quand on arrive à travailler de cette manière. Donc, à nos amis dirigeants qui nous regardent, là, il faut oser le pas de côté de temps en temps, quoi. Ouais. Il faut oser le pas de côté, il faut aussi oser la vision moyen et long terme, plutôt que la vision court-termiste. Voilà. Ouais, mais tu les entends, les patrons d'entreprise, ils disent: «Attends, mais moi, c'est maintenant, quoi. J'ai besoin d'immédiateté, j'ai besoin de trucs». Et j'ai besoin que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je sois encore là. Donc, c'est sûr que souvent, une des difficultés, c'est de faire prendre conscience qu'on investit dans le temps. On peut avoir des gains rapides, mais on n'est pas là pour supprimer des postes. On n'est pas là pour virer des personnes. Bah ouais. On est là pour faire, c'est ce que disait Mickaël, faire en sorte que les équipes soient plus sereines, Je disais dans l'intro, regardez pousser les gens dans l'entreprise de façon que les sereine. conditions de sécurité soient là, donc qu'il y ait moins de coûts en termes de qualité. Si on produit de façon plus fiable en bon du premier coup, ça nous coûtera moins cher. Si on est capable de tenir les délais et les taux de service demandés pour nos clients, ben, on aura moins de pénalités. Et donc, tout ça, c'est de l'investissement, mais qui rapporte durablement et qui fait que l'entreprise est plus solide in fine. Dans votre duo, à tous les deux, qui accélère et qui freine? En fait, on est 2 personnalités qui avons tendance à accélérer. Voilà, donc ça veut dire qu'on va vite, mais je pense avoir plutôt tendance à freiner Mickaël. Voilà. Même si j'aime bien aussi que ça aille vite, et on a vécu hier et avant-hier des expériences où il fallait accélérer, on était 2 à accélérer. Voilà. Ouais. Et ce qui est très intéressant dans cet effet accélérateur, c'est pas destructeur, c'est on se crée une dynamique, voilà, une dynamique et une émulation collective en fait. On le fait à 2, mais c'est un peu ce qui caractérise aussi l'équipe XL au global, donc les 33 collaborateurs, où on arrive à s'enrichir les uns les autres et à créer cette dynamique collective. Parce que là où ça tombe bien, ce qu'on fait pour nos clients, on le fait aussi en interne chez nous. Bon, espérons quand même, espérons quand même. Alors, on dit quelques mots des autres copains de la bande quand même, parce que c'est important quand même, hein. C'est quoi les particularités de cette équipe alors? C'est qu'elle est hyper diverse. Oui, et complémentaire. On a des consultants, on va dire, des personnes qui sont plutôt coach humanistes, des personnes qui ont vraiment de l'industrie, qui est la partie très techno, au sens technologie de prod et embarquement des équipes. On a des profils, des caractères plutôt entrepreneurs, plutôt anxieux. On a vraiment une grande diversité. Je pense on a Ronan qui travaille avec nous, qui est notre coach attitré. On a Cyril qui gère le delivery et qui est hyper embarqué avec toutes les équipes de consultants. On a 3 nouveaux associés qui nous ont rejoints il y a 1 an et demi. Pourquoi on prend des nouveaux associés? Alors, la question, elle est essentielle. Le projet d'XL, c'est de garder l'indépendance d'XL. Et donc, Indépendant au capital, on parle. Hein. exactement. Et donc, d'embarquer les équipes dans ce projet d'être indépendant et autonome dans le développement et donc durablement. Et pour ça, la meilleure des façons, c'est d'embarquer une partie de l'équipe, donc notamment les 3 managers qui gèrent des consultants, en fait, dans l'actionnariat d'entreprise.
Donc, on s'est assuré, mais ça, on le savait avant, que les profils correspondaient bien. Et donc, ils ont accepté de participer à cette aventure. C'est c'est jamais une finalité, mais c'est-à-dire que c'est un objectif aussi pour les gens qui rentrent chez vous, de se dire que peut-être un jour ils sont associés de la boîte, c'est ça. L'idée, c'est d'être de plus en plus collectif. C'est ce qu'on est depuis 8 ans. On a de plus en plus d'associés dans le temps. On a de plus en plus partagé le capital et le plus ouvert. Et l'idée, c'est, on a mis justement les 2 dernières années puisque notre patron est parti aussi l'année dernière à la retraite. Et dans cette phase de transition, parce que moi j'étais aussi avec lui avant, l'objectif c'était clairement ça, c'est de se dire est-ce qu'on reste autonome ou est-ce qu'on se fait racheter? Ça peut être une option. Ouais. Nous, on a pris l'option, on reste ensemble de par toutes les valeurs et tout ce qu'on a vécu ensemble de ces 10 dernières années. Et on ne souhaite pas le garder pour nous, on souhaite le transmettre derrière. Bravo, j'adore. En préparant l'émission, et vous avez rempli une sorte de recueil d'informations dans lequel j'ai lu que vous parlez beaucoup d'équilibre instable. C'est un terme que j'aime bien, équilibre instable. Est-ce que vous diriez que diriger, c'est accepter de ne jamais être posé? L'équilibre est instable et j'ai vraiment ce sentiment et cette conviction que les physiciens le diraient bien mieux que moi, et on en parlait encore avant-hier, c'est que en fait, l'univers est tout le temps vers le chaos. C'est-à-dire, si vous mettez pas l'énergie à construire, et si vous occupez pas des choses au sens alignement des équipes, au sens cohérence, si vous mettez pas d'énergie là-dedans, bah tout ça va partir et tendre vers le chaos. Et c'est normal. Et notre boulot, c'est d'essayer de créer des liens là où si vous le faites pas, bah, en fait, ça va naturellement, Inévitablement. inévitablement. Les clients, on en a parlé quelques secondes tout à l'heure. Souvent, les clients, c'est un peu comme dans l'immobilier. Tu sais, tu dis, ah, moi, je voudrais en fait un 3 pièces dans le 17e. Puis finalement, tu te retrouves à acheter un 2 pièces dans le 8e. Ils ont des demandes, ils ont des requêtes. Parfois, c'est pas vraiment ce qu'il leur faut. Comment déjà on fait admettre ça? Comment on a une discussion? C'est touchy quand même comme truc. Hein. Il dit, ah, Michael, moi, je veux ça, j'en suis sûr. Mais toi, tu sais qu'en fait, c'est pas ça. Comment on fait? Donc, effectivement, on peut avoir des clients qui nous approchent par rapport à des solutions ou à des outils. Je veux du 5S ou je veux voilà, mettre en place. Et donc, c'est évident que quand on a cette approche-là, on sent bien que derrière, il y a autre chose qu'une solution qui est l'outil. Alors, on pourrait parler d'outils digitaux, c'est pareil. Hein, voilà. Et donc, finalement, c'est quoi le besoin? Et on démarre toujours une démarche par un état des lieux. Le fait de comprendre la réalité, comprendre les difficultés, les forces aussi de l'entreprise, les faiblesses et les axes d'amélioration qui se présentent dans l'entreprise. Et ensuite, les solutions, on les amène progressivement, mais par rapport aux besoins réels qu'on a pu identifier avec les équipes du terrain, avec l'équipe dirigeante, où on définit une feuille de route de la transformation en partant des réalités. Donc, c'est jamais des solutions toutes faites, c'est toujours en réponse à des difficultés, à des préoccupations, à des enjeux de l'entreprise. Mais pour aller plus loin par rapport à ce que tu dis, c'est que ce qui est hyper important, c'est cette phase de diagnostic. Elle est là déjà pour nous, pour voir là où on en est. Ouais. Donc du coup, on va pas aller vers la personne pour lui répondre directement, même si on pressent que le besoin, c'est un suicide. Parce qu'elle va nous permettre, nous, d'affiner la vision, parce qu'on n'est pas à l'abri de dire des conneries et d'avoir tort. Ouais. Ça, c'est déjà la première. Et puis, cet exercice-là, c'est aussi pour les embarquer et pour se dire, à la fin, finalement, par rapport aux enjeux, est-ce que c'est vraiment ça dont tu as besoin? Parce que ça, on l'a vu concrètement sur le terrain. D'accord, du coup, tu lui fais faut que ça vienne de lui après, de se dire, ah merde, en fait, je m'étais un C'est peu. à la fin de l'exercice dont on parlait. compris. Comme on est sur le terrain avec les équipes, on dit mais toi tu nous as demandé ça et c'est ce que tu veux. Par contre, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est plutôt ça et ça. Est-ce qu'on est toujours aligné que c'est vraiment le besoin? Donc tu peux le faire de manière assez intelligente en se disant, si tu vas en frontal en disant non, c'est pas ce dont tu as besoin, alors déjà tu n'es pas sûr de toi et tu vas te faire, et c'est normal. Par contre, si tu vas sur la base de l'état des lieux avec des équipes qui sont alignées sur le vrai problème, les vrais enjeux, est-ce que c'est vraiment la solution de départ que tu nous as demandé? La réponse peut être oui ou non. Mais tu as raison, la réponse est assez fréquemment non. Depuis tout à l'heure, on parle de Lean. Je vais me faire quand même copain des gens qui nous regardent. Il y a probablement des gens qui Lean, non, c'est mis à part Lean Renault, ils sont pas au courant. Donc Lean, expliquez en 2 mots. Le Lean, c'est quelque chose qui est né, qui est pas du tout récent, parce que tu parles souvent d'IA dans tes émissions. Ça, et on en fait aussi. Mais le Lean, ça vient plutôt des années 50. D'accord. Et c'est originaire du Japon et notamment de chez Toyota. Et ce sont des méthodes, un outil, mais au-delà d'outils, c'est même plutôt un état d'esprit, en fait, le Lean. Donc ça veut dire maigre, amaigrissement. Et l'idée qui est derrière, c'est d'être capable. En fait, on était au niveau du XXe siècle dans une phase de forte croissance.
comme tu le sais, avec des grosses usines Ouais, américaines ouais, qui arrivaient, ouais, des grosses ouais, bagnoles. ouais. Et 50, tu avais Toyota qui était sur son petit marché en 1950 et qui ne pouvait pas faire grand-chose avec ses voitures et qui a inventé cette méthode-là, justement pour avoir des processus plus fluides, plus capables de s'adapter à des demandes plus petites et de manière plus réactive. Et donc, ils ont développé des outils, une méthode et au-delà de ça, un état d'esprit qui est finalement d'être capable de résoudre les problèmes avec les équipes sur le terrain, mais tellement proche du terrain que tu fluidifies tout en l'intérieur de ton organisation C'est un petit à mindset. petit. Ouais, c'est un mindset. D'accord, ok. C'est faire simple en fait. C'est faire simple, proche du terrain. D'accord. Mais faire simple, c'est très compliqué. Si tu es loin du terrain, c'est compliqué de faire simple et tu as tendance à complexifier. Comment on amène les entrepreneurs à voir qu'ils sont plus dans une certaine simplicité, qu'ils ont complexifié, qu'ils ont mis des couches et des couches et des couches et des couches? Comment on fait? Alors, et effectivement, pris certitude et puis avec souvent des solutions toutes prêtes. On en parlait tout à l'heure, c'est du Yaka Faucon, en fait. Voilà. Donc, pour faire prendre conscience de ça, c'est montrer des choses qui sont souvent invisibles, des choses qui ne captent pas. Donc, la réalité du terrain, la réalité que vivent les équipes. C'est relativement simple quand on est dans un flux industriel où le produit est visible, les difficultés sont visibles. Ça, c'est un peu plus compliqué quand on est sur des flux de services, des flux transactionnels en fait. Par exemple, le traitement d'une facture ou d'une demande d'achat, etc. Ou un ticket informatique, quand il y a des problèmes informatiques, les utilisateurs émettent une demande en fait. On attend, on attend, on attend. Et on ne sait jamais Et ce qui on ne coince sait jamais et ce pourquoi ça voilà. coince et pourquoi ça. Et ça prend des semaines. Et un beau jour, on a un appel du service informatique qui nous dit bah, tu n'as pas bien qualifié ta demande, est-ce que tu peux recommencer? Voilà, et c'est là où. Voilà. C'est là où moi je m'énerve en général. Exactement, c'est là où on s'énerve. Et donc, du coup, faire prendre conscience de ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire? Et donc, c'est quand on met les équipes autour de la table et qu'on définit la réalité de ce que vivent les équipes qui produisent, les tâches, la complexité, tous les irritants, là où on a des attentes, et qu'on montre ça en fait aux équipes dirigeantes en disant le process, il produit pendant 6 mois. C'est la durée. Mais dans ces 6 mois-là, il y a 30 minutes de temps de valeur ajoutée. 30 minutes de production effective sur une durée globale de 6 mois pour le client. Donc, ça veut dire qu'en termes d'efficacité ou d'efficience, on a une capacité de progrès qui est énorme. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tout ce qui est au-delà de ces 30 minutes, c'est des choses qui sont faciles À compresser. à comprimer. Parce que c'est de la complexité, c'est des surcouches d'organisation, c'est de l'attente, c'est des stocks de demandes qui sont aussi devant nous et qu'on n'est pas capable de traiter. Donc, c'est l'absence de flux et de fluidité dans les organisations. Est-ce que vous avez déjà dit non? Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir de dire non, c'est cher hein, quand même. Hein. Est-ce que vous avez dit non un jour à une boîte qui n'était pas prête humainement? En fait, les clients qui nous contactent nous connaissent un petit peu avant, donc se sont renseignés et on a beaucoup de clients parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce qu'on a travaillé avec d'autres clients avec qui ils sont en relation, etc. Donc, ils connaissent les valeurs qui sont celles d'Ixelles. Donc, rarement on dit non parce qu'on a les clients qu'on mérite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si le jour arrive où un client nous dit « moi, je veux virer la moitié de mes équipes, vous faites de l'optimisation, trouvez-moi des solutions. » La finalité, c'est de gérer la moitié des équipes. Voilà, et ben là, on dit non. Là, on dit non parce que ce n'est pas du tout le cœur de notre activité, même s'il dépose un chèque de plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table. Oui, Voilà. on imagine que des gens comme vous, il y a une certaine éthique. Voilà. Le but, c'est de faire adhérer tout le monde à un projet. C'est pas de se séparer de gens. Hein. C'est absolument ça, et puis de faire en sorte que les équipes aussi soient plus heureuses, parce qu'il y a quand même notre principale satisfaction, je pense que c'est la tienne aussi, c'est de faire en sorte quand on finit une mission ou en cours de mission, que les équipes soient beaucoup plus à l'aise dans leur travail et plus de temps aussi pour bien faire, que c'est beaucoup plus serein, et ça on le voit en fait dans l'entreprise, dans les services, et ça c'est notre principale satisfaction. Après on a des indicateurs de mesure, mais moi, celui qui me satisfait le plus, c'est le sourire des équipes. Comment on mesure le truc? Alors, c'est la force de beaucoup de la méthode qui est parfois bouffonne, mais par contre qui insiste vraiment sur la partie mesure. Et quand je disais tout à l'heure qu'on va le faire sur les 4 axes en termes de sécurité et sérénité, donc on a régulièrement des gains qui sont autour, par exemple, du turnover. Oui, Dans les équipes, si vous simplifiez, donc tu peux faire des mesures avant et après tes modifications. D'accord. Déjà en termes avec les équipes, est-ce que tu te sens mieux avant, après, tu peux assez facilement le mesurer. Et après, tu peux mesurer tous les gains que mentionnait Jean-Christophe autour des améliorations de la qualité qui sont perçues par le client ou par les clients internes, dans les étapes d'après qui parfois galèrent quand tu récupères
les résultats des produits ou des opérations. On parlait de digitalisation, on est obligé d'ouvrir une page parce que là, moi, je l'ouvre quasiment tous les jours ici. La page IA. Je suis désolé, il faut qu'on en parle. IA, peur ou pas peur? Mais la question pourrait se poser sur le lean, peur ou pas peur, en fait. Voilà, non mais exactement. Ouais, c'est exactement le même sujet. Non mais voilà, la bonne utilisation de l'IA, c'est au service des hommes. Là où l'IA devient compliquée, c'est que quand ça vient remplacer la compétence humaine et qu'on est amené à absolument virer des personnes parce qu'on pense que l'IA va remplacer les hommes. Donc, il faut que ce soit une aide, il ne faut pas que ce soit un remplacement de compétences. C'est une aide pour aller plus vite, c'est une aide pour nous aider à optimiser, c'est surtout pas une aide pour remplacer des personnes. Et là, la dérive, aujourd'hui, qu'on peut constater sur certains points, elle est là. Là, aujourd'hui, on le voit tous, nos entrepreneurs français, ils sont un peu médailles, quoi. Médailles pour résister, pour tenir avec le marasme ambiant interne, externe, géopolitique, il y en a dans tous les sens. On peut dire que nos amis, là, ils ne sont pas aidés, clairement. Mais, donc du coup, ils cherchent des solutions. Ils cherchent un peu dans tous les sens, ils cherchent des solutions, pas trop dépenser, pas trop tout ça. Mais est-ce que dans cet empressement à chercher une solution, une issue, est-ce qu'ils ne veulent pas aller trop vite et du coup, cette rapidité évite de se poser les vraies questions? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un amalgame de tout? Je pense qu'on a déjà un peu répondu qu'on a tendance, et c'est humain, et c'est aussi le sens des démarches, c'est de sauter sur les solutions et de lancer plein d'opportunités de solutions et d'actions en interne, là où on peut s'améliorer en faisant beaucoup moins d'actions. En se posant les bonnes questions au départ. En tout cas, le lean, c'est ça, c'est de se dire, par rapport à mes 2-3 enjeux, c'est quoi les 2-3 premières que je veux faire, et quand je les aurai faites, je fais les prochaines. Et là, ça nous permet justement d'être dans cette démarche de petit à petit, je m'améliore, plutôt que de chercher une solution qui serait miraculeuse dans 6 mois, mais qui nous ferait pas. Et donc, pour rebondir là-dessus, c'est la notion de vitesse et de précipitation. Donc, il ne faut pas évidemment confondre les deux. On a souvent tendance à dire ça. Moi, je prends souvent l'exemple de la roue du hamster. Le hamster court vite, mais il n'avance jamais. Donc, donc il se précipite, mais il n'avance pas. Voilà. Donc, Bien joué. Je vais avoir l'image de longtemps. Et moi, du coup, par rapport à ceci, j'ai le sentiment que chaque personne, quand on fait les diagnostics, quand on est en état des lieux, j'aime pas le mot audit d'ailleurs au passage. Parce que, excuse-moi, ça me revient pas. Non, mais t'as raison, je te pose la En fait, question. le mot audit sous-entend que tu es en train. Si je te dis demain, tu es en audit, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ouais, en fait, qu'on essaie de contrôler ce que je n'ai pas bien fait. Et c'est plutôt que tu vas planquer les problèmes. Alors, notre boulot, c'est de résoudre les problèmes. Donc, si tu arrives en disant je suis auditeur, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis surtout en tant que bon latin. Hein. Dans d'autres pays, c'est un peu différent la culture, mais tu auras tendance à planquer les problèmes. Tout ce qu'on veut, c'est les voir pour dire et c'est quoi les premiers que tu veux résoudre et lesquels que tu veux laisser dans ton sac à dos. Donc, la notion d'état des lieux, comme tu le disais, dire ok, à la fin, on aura un état des lieux des 2-3 priorités. D'accord. Et on était où? Oui, la notion du hamster. La notion du hamster. Donc, chacun a. Et je vois un peu comme toutes les personnes comme étant des hamsters, mais qui ont des roues, non seulement qui n'avancent pas, mais qui vont en plus pas dans le même sens. Ah oui, d'accord. Okay. Dans l'univers un peu siloté dans les organisations dans lesquelles on peut être. En fait, c'est ça qu'on peut beaucoup percevoir. Aujourd'hui, avec ces presque 40 ans d'analyse, d'expérience, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Vos équipes, vos projets? Alors, moi, ce qui me ravit, c'est alors au-delà de la durée de vie, en fait, c'est aussi l'équipe. C'est aussi le travail d'équipe, le collectif, la bonne humeur, l'entente, le fait d'être capable de faire fonctionner des personnes qui ont une vision commerciale, des personnes administratives, des personnes qui sont dans la production, et d'avoir une belle synergie au sein de l'entreprise. Et de se retrouver, parce que notre métier, c'est aussi d'être sur le terrain, donc c'est beaucoup de parcourir les routes, etc. Mais d'avoir des moments où on se retrouve en physique, des échanges, des moments sympathiques. On peut faire des séminaires régulièrement. Et donc, c'est toute cette belle énergie qui est visible parce qu'on arrive à super s'entendre, à boire des coups, à passer de bons moments. Vos clients, ils le voient, ça? C'est-à-dire que ça se sent, ça transpire de la boîte? Je pense que les clients le voient. Et au-delà des clients, des personnes qu'on recrute aussi. C'est-à-dire qu'on fait, je l'ai dit, on est un organisme qui fait à la fois du conseil et de la formation. On voit beaucoup de personnes en formation nous-mêmes et puis nos collègues et consultants. Et comme je pense, c'est quelque chose qui est sincère chez nous, qui se ressent chez beaucoup d'entre nous. Ça permet aussi d'avoir des candidatures spontanées où des gens disent ça fait les derniers embauchés qu'on a eus. Il y a eu toute une vague de personnes qu'on a formées en 2019-2020 qui nous ont contactés et qui bossent aujourd'hui chez nous. Donc c'est ça qui est top, c'est qu'on on a parfois des anciens clients qui parfois sont partis et qui nous contactent, qui bossent aussi chez nous.
Donc, au-delà de les afficher, ce qui n'est pas trop notre truc, on essaye de les incarner et je pense que ça se ressent et chez les clients et en interne et aussi chez les potentiels. C'est bien, on fait un petit point RH là, ça c'est super. Quand on a une boîte comme la vôtre, donc effectivement vous performez, vous avez du sens. On l'a vu tout à l'heure, il y a une certaine forme de Graal sur pourquoi pas peut-être monter au capital, c'est un enjeu en tout cas. Je comprends l'enjeu aujourd'hui, en 2026, c'est les RH, c'est-à-dire recruter les bonnes personnes, très important. Et j'ai envie de dire, plus rare et plus dur, conserver ses talents. Comment on fait chez XL Group pour conserver les talents, au-delà de boire des coups, sympathie et peut-être monter au capital un jour? Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Là, en fait, quand tu regardes un peu, ce qui est assez remarquable chez nous, si on parle factuellement, on a très peu de turnover pour un cabinet de conseil. Moi, Christophe, il est à côté de moi, ça fait 26 ans qu'il est là. Je ne suis pas peut-être représentatif, mais oui, je confirme ce que tu dis, ouais. On a une à deux personnes qui partent pour des raisons diverses et variées, on va dire de manière un peu naturelle tous les ans, mais pas plus. Et je pense que ce qui fait ça, c'est, je pense, le sens qu'on donne et la vision qu'on essaie d'amener sur Ouais. du moyen long terme. Ces valeurs qu'on affiche là, on les met dans des projets sociaux aussi en interne de tout ce qu'on peut développer. La répartition à la fois du capital, mais aussi des gains qui sont pas que du capital sous forme d'intéressement, sous forme de véhicules de fonction. Trop bien. Dès qu'on a les moyens, en fait, on essaye d'ouvrir au maximum pour équilibrer et partager quelque part, comme on peut dire, les richesses. Et ça, je pense que ça se ressent. Et on a des gens qui font le choix de nous rejoindre et qui le font pas forcément pour gagner plus d'argent. On a régulièrement des personnes qui acceptent de baisser leur salaire pour être conforme à ce qu'on se paye, plus que ce qu'on bosse, c'est partagé. Et donc, à partir du moment où on veut avoir une approche collective, on ne peut pas vouloir plus que les autres. Super, bravo. Naturellement, tu vas amener des personnes qui vont vouloir jouer collectif. Bravo. Il y a un syndrome d'appartenance fort à la boîte? Très fort et ça c'est très clair parce que les valeurs nous réunissent et effectivement les personnes qui restent, ça veut dire qu'ils partagent ces valeurs-là. Il y a un autre point qui est extrêmement important qui font que les personnes restent, c'est la diversité. C'est la richesse, alors la diversité des missions qu'on peut réaliser, des clients, des secteurs d'activité. D'accord. Des- Épanouissant donc? Voilà, des personnes que l'on est amené à rencontrer. Donc, on s'enrichit aussi avec cette diversité. Et si vous passez 4 ans dans une entreprise et 4 ans chez XL, c'est 4 ans fois 4-5. Parce que vous enrichissez tous les jours avec cette Culturellement, diversité-là. c'est passionnant. Voilà, exactement. Et donc, c'est très divers dans la taille, dans les secteurs d'activité et dans les types de contacts que l'on peut avoir au sein de l'entreprise. Vous avez des vies, on l'a vu tout à l'heure, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, vous accélérez tous les deux finalement. Mais quand tout va un peu trop vite, qu'est-ce que vous faites pour redescendre? Plutôt que d'être un peu avoir le syndrome du hamster, voilà, où on avance trop vite, mais on ne sait plus trop dans quelle direction on va, on arrive à se poser, donc c'est des périodes hebdomadaires et mensuelles en fait. Ah oui, quand même, hebdo. Voilà, hebdomadaire, parce qu'il faut gérer l'activité, il faut gérer les consultants qui interviennent, les formateurs qui interviennent, et il faut s'assurer que tout va bien. Donc ça permet aussi d'avoir cette prise de recul et de s'assurer qu'on est à la bonne vitesse, qu'on ne va pas trop vite, parce que le risque c'est de perdre aussi les équipes. C'est OK les gars, pause. Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'on a perdu personne en route? Voilà, donc la sérénité de nos équipes est aussi un point extrêmement important dans ces points d'arrêt qui nous permettent de regarder ce qui s'est passé et de ce qui est devant nous. Une cordée, quoi. Vous êtes en cordée. S'il y en a un qui dévisse, il dévisse tout le monde. Donc on fait un point à mi-étape pour savoir si Et tout on le est monde va très bien. sensible aux Ok. capteurs que l'on met en place pour remonter ce type de situation. Alors, moi, j'ai tendance à dire que je fais beaucoup d'erreurs, c'est pour ça que je progresse beaucoup. Donc, finalement, j'aime bien progresser. Et donc, j'aime bien m'enrichir aussi de mes erreurs. Je pense que je ne changerai pas grand-chose, en fait, aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est bien d'apprendre de ces Ça erreurs. t'a structuré. Voilà. Ouais, exactement. Ça m'a structuré. Ça fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai eu ce parcours. J'aimerais pas être une personne différente. Et moi, du coup, je changerais une chose. Ouais. Regarderai sur ce qu'on a dit tout à l'heure, entre 2015 et 2017, le Moment moment de flottement et jusqu'à l'arrivée chez XL, je ne changerais pas tout ce que j'ai fait. Je le ferais même, je pense, de la même manière. Ce que je changerais, et j'espère ce que j'ai changé depuis, c'est la manière de vivre les choses. Ok, là, je me suis aperçu, et du coup, encore plus maintenant de par notre métier, c'est qu'en fait,
bien souvent, tu as le sentiment, c'est la manière dont tu regardes les choses. Tu peux pas changer les choses qui sont autour de toi, mais tu peux changer la manière de vivre, en tout cas. Michael, Jean-Christophe, merci. Merci à d'avoir toi. passé ce temps avec nous. On en sait plus maintenant. Non, mais c'était un grand plaisir. On va vous mettre autour de cette vidéo toutes les informations sur Excel Group, comme ça vous pouvez les appeler, vous pouvez regarder. Vous avez forcément des besoins et des demandes. Et on l'a vu, c'est important de faire ce pas de côté pour déplier les choses qui seraient un peu cachées sous le tapis. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Dixit. D'ici là, portez-vous bien, tâchez d'être heureux et le reste, ça suit tout seul. Bye bye.